Voici le dernier moment de Sean McGowan, le poète maudit du punk celtique. Avant de fermer les yeux à jamais, il aurait confié à ses proches que la musique l'avait sauvé autant qu'elle l'avait. Detroit. Sa voix, rugueuse comme un vieux whisky, résonnait encore dans l'esprit de ceux qui l'avaient connu. Mais derrière l'image romantique du chanteur déchiré, il existait un abîme de vérité. Sombre que peu osaient nommer. Sean n'était pas seulement le leader charismatique des POG. Il était aussi l'incarnation vivante de la décadence, un mélange de génie et d'autodestruction qui fascinait autant qu'il effrayait. Son regard perdu dans les vapeurs d'alcool, ses dents rongées par les excès, sa silhouette vacillante sur scène. Tout cela faisait partie du mythe, mais aussi de la tragédie. Le monde se souvient de lui pour Fairy Tale of New York, hymne intemporel de Noël, paradoxalement écrit par un homme qui vivait chaque jour comme une descente aux enfers. Derrière les notes de flûte irlandaise et les refrains alcoolisés, on entendait déjà l'écho de sa propre agonie. Personne ne voulait le dire à voix haute. Sean McGowan semblait né pour mourir. Jeune. Et pourtant, il a défié toutes les prédictions en survivant bien au-delà de ce que son mode de vie condamnait. Dans ses dernières années, cloué sur un fauteuil roulant, il donnait l'impression d'un roi déchu, mais toujours vénéré par son peuple. Ses aveux tardifs sur les coulisses du succès, les trahisons internes au groupe et les addictions sans fin ont révélé une vérité plus dérangeante. Le succès n'a jamais guéri ses blessures, il les a seulement rendues plus visibles. Et ce que peu savent, c'est qu'avant sa mort en 2024, il a laissé un carnet griffonné, rempli de mots à peine leasables. Certains y voient des paroles inachevées, d'autres un testament spirituel. Mais tous s'accordent à dire que Sean a emporté avec lui un secret, celui d'un homme qui avait compris trop tard, que sa propre légende l'avait englouti. Underscore 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 underscore. Qui était réellement Sean McGowan? Pour beaucoup, il restera à jamais la voix éraillée et l'âme tourmentée des POG. Ce groupe né dans le Londres des années 1980, où la diaspora irlandaise cherchait un exutoire à ses douleurs et à ses colères. La scène musicale de l'époque était saturée de punk, de révolte et de nihilisme. Mais Sean a eu l'idée folle d'y injecter les mélodies et les instruments traditionnels de son Irlande natale. Résultat, un mélange explosif qui a bouleversé la culture musicale britannique et offert au monde un nouveau visage de la musique celtique. Londres, dans ces années, était un foyer de contradictions. La jeunesse étouffait dans le chômage et la grisaille des années Thatcher, mais les pubs vibraient de cris, de chants et d'ivresse. C'est là que Sean, fils d'immigrés irlandais, a trouvé son royaume. Les nuits interminables, l'alcool qui coulait comme un torrent, les bagarres en arrière-salle. La bohème qu'il a vécue n'était pas un rôle. C'était sa vérité, brute et sans phare. Et cette vérité s'est incarnée dans chaque chanson des POG. Une exaltation de la vie, mais toujours traversée d'un parfum de mort. Ce contexte culturel et social a façonné le thème central de l'histoire de McGowan, le scandale permanent d'un homme incapable de séparer son art de son autodestruction. Car chez lui, l'inspiration et la dépendance se nourrissaient l'une de l'autre. Il écrivait des paroles magnifiques en état d'ivresse, mais chaque vers le rapprochait un peu plus du gouffre. Cette ambiguïté a captivé le public. On ne savait jamais si l'on assistait à un concert ou à une lente exécution publique. Très vite, Sean a été considéré comme un génie incompris, un poète ivrogne comparable au grand maudit de la littérature. Les journaux l'encensaient pour son authenticité, mais titraient en même temps sur ses frasques. Ses effondrements sur scène, ses disparitions soudaines. Les POG, eux-mêmes, étaient à la fois portés et détruits par leur chanteur. Sans lui, pas de magie. Avec lui, trop de chaos. Cette contradiction a défini non seulement la carrière du groupe, mais aussi son destin tragique. Le thème qui domine toute sa trajectoire est celui d'un homme prisonnier de son propre mythe. McGowan n'était pas seulement un chanteur, il était devenu une figure folklorique vivante, presque une caricature de l'Irlandais buveur et bagarreur. Mais derrière l'image, il y avait une douleur. Réelle, enracinée dans son enfance marquée par l'exil, par la marginalité et par une quête désespérée de sens. Ce que le public prenait pour une posture artistique était en fait une lente autodestruction vécue au grand jour. À travers cette histoire, on touche aussi à un thème universel, la frontière fragile entre le génie et la folie. McGowan a donné au monde des chansons inoubliables, mais il a payé au prix fort, sa santé, ses relations, sa dignité.
Le scandale n'était pas seulement médiatique, il était existentiel. Chaque apparition publique devenait une rumeur. Chaque silence une inquiétude. Le monde entier semblait attendre son effondrement, comme si sa mort faisait partie du spectacle. C'est ce paradoxe qui rend son héritage si fascinant. Car Sean McGowan n'était pas simplement un musicien. Il était le miroir d'une génération perdue, une incarnation de la beauté et de la laideur réunies. Son histoire est celle d'un homme qui a voulu chanter la vérité de son peuple, mais qui a fini englouti par ses propres démons. Underscore 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 underscore. Voici le moment où l'histoire de Sean McGowan prend des allures de tragedy shakespearienne. Tout commence par une ascension fulgurante, nourrie d'un talent brut et d'une énergie indomptable. Dans les années 1980, les Pogues apparaissent comme une anomalie. Un groupe qui ose mélanger l'urgence du punk avec les violons, les accordéons et les flûtes de la tradition irlandaise. Le public londonien, lassé du conformisme, y voit un souffle nouveau. Les concerts deviennent des cérémonies sauvages, où la sueur, l'alcool et les cris se confondent dans une transe collective. L'événement initial qui propulse Sean sous les projecteurs. C'est la sortie de l'album Rome, Sodomy and the Lash en 1985, produit par Elvis Costello. Là, la voix brisée de McGowan s'impose comme une évidence. C'est la voix des exclus, des déracinés, des marginaux. Son génie est de transformer la misère en poésie, de chanter les bas-fonds comme si c'était des épopées. Mais dès ses débuts, le poison de l'autodestruction est déjà présent, consumé sous les yeux de son public. Malgré cela, il atteint le sommet de sa gloire avec Fairy Tale of New York en 1987, ce duo avec Kirsty MacColl devenu un classique absolu. Derrière la magie de la chanson se cachent des tensions internes et une vérité dérangeante. McGowan est déjà au bord du gouffre. Le succès planétaire ne fait qu'aggraver ses excès. Plus il est acclamé, plus il s'enfonce. Parfois grandiose, souvent pathétique. On raconte qu'il arrivait sur scène soutenu par des amis, incapable de tenir debout. Pourtant, même dans ces moments de déchéance, il y avait des instants de grâce. Une note juste, une parole poignante, et tout le monde se souvenait du génie qu'il était. Ce qui rend l'histoire encore plus troublante, c'est la manière dont Sean lui-même semble conscient de sa propre tragédie. Il disait souvent « J'ai été condamné dès ma naissance ». Comme si sa vie entière n'était qu'une longue prophétie d'autodestruction. Ses interviews, incohérentes et fascinantes, étaient remplies de confessions sombres, de souvenirs d'enfance violente, de visions apocalyptiques. On ne savait jamais où finissait la provocation et où commençait la vérité. Et pourtant, contre toute attente, Sean survit. Là où tant d'autres musiciens maudits disparaissaient à 27 ans, lui continue d'exister comme un fantôme cabossé. Chaque année supplémentaire devient un scandale en soi. Comment cet homme, qui détruit son corps depuis des décennies, peut-il encore être en vie? Cette survie improbable transforme sa légende. Sean n'est plus seulement un musicien. Il devient une icône vivante de la décadence, un symbole de résistance absurde face à la mort. Mais la conséquence ultime de cette histoire, c'est la manière dont il s'éteint, lentement, sous les yeux du monde. Privé de ses dents, cloué sur un fauteuil roulant, presque méconnaissable, il continue d'attirer l'attention, comme si chaque apparition publique était une relique. Sa carrière, sa gloire et ses scandales s'achèvent dans un silence lourd, celui d'un homme qui a donné tout ce qu'il avait à la musique, jusqu'à son corps, jusqu'à sa vie. Underscore 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 underscore. Ce que peu de gens osaient dire à voix haute, c'est que Sean McGowan avait toujours été prisonnier d'une vérité sombre. Son génie était intimement lié à son autodestruction. L'événement le plus marquant, celui qui symbolise cette contradiction, fut sans doute la découverte de ses carnets intimes. Rédigés d'une écriture tremblante, tachés d'alcool et parfois de sang, ces feuillets révèlent un homme lucide sur sa propre chute. « Je chante parce que je meurs, et je meurs parce que je chante », aurait-il écrit. Une confession brutale, comme un testament de poète. Maudit. Les scandales entourant Sean ne se limitaient pas à ses excès publics. Dans les coulisses, les rumeurs circulaient, querelles violentes avec ses musiciens, dettes impayées. Amitié brisée par ses crises. Plusieurs témoignages racontent des scènes d'horreur. Sean hurlant dans un hôtel en pleine nuit,
jetant des bouteilles contre les murs ou s'enfonçant dans des hallucinations delirantes. Un ancien membre des POG affirma un jour, vivre avec lui, c'était comme habiter dans une tempête permanente. Ce chaos interne était le prix de chaque chef-d'œuvre. Le conflit le plus déchirant fut sans doute celui entre McGowan et lui-même. Car derrière l'image de l'ivrogne charmeur se cachait un être fragile, terrorisé par la sobriété. Il craignait qu'en arrêtant de boire, il perde aussi sa capacité d'écrire. Cette peur l'a condamné à un cercle vicieux. Plus il voulait créer, plus il se détruisait. Dans une interview tardive, il avoua « Je n'ai jamais su où finissait la musique et où commençait le poison ». Ces mots résonnent aujourd'hui comme un aveu tragique. Un moment inattendu a bouleversé ses proches. Lors d'un enregistrement en studio, Shan, épuisé et brisé, éclata en sanglots devant son micro. Les musiciens présents racontent que c'était la première fois qu'il montrait une vulnérabilité nue, sans humour, sans provocation. Cet instant, resté inédit dans les archives, illustre la vérité noire. Derrière la légende, il y avait un homme qui n'avait jamais cessé de souffrir. Le point culminant de cette histoire se situe dans ces dernières années. Apparaissant en fauteuil roulant, les dents remplacées par des implants, Shan donnait l'image d'un survivant miraculeux, mais chaque apparition publique déclenchait une vague d'émotion et d'horreur. Les médias s'emparaient de ces photos, titrant sur la déchéance d'un héros, tandis que les fans, partagés entre douleur et fidélité, continuaient de le vénérer. Beaucoup affirmaient qu'assister à un concert de Shan, même à moitié brisé, restait une expérience inoubliable. C'était comme voir un fantôme chanter. Dira un spectateur bouleversé. La réaction du public fut d'une intensité rare. Sur les réseaux sociaux, des milliers de messages rappelaient combien ses chansons avaient marqué des vies. Mais d'autres critiquaient l'exploitation morbide de sa souffrance. Certains accusaient l'industrie musicale d'avoir laissé mourir un homme à petit feu, simplement parce que son autodestruction vendait. Cette polémique raviva le débat sur la responsabilité des producteurs et des fans face aux artistes qui se consument en public. Les citations les plus célèbres de Shan résonnaient alors. Comme des prophéties. Je suis né pour chanter et pour boire. Et un jour, l'un des deux me tuera, avait-il dit dans une interview des années 1990. Cette phrase, reprise partout après sa mort, illustre la fusion indissociable entre son art et sa mort annoncée. Les images des coulisses, un verre toujours à la main, une cigarette collée à ses lèvres, ses rires cassés, complétaient le portrait d'un homme qui avait choisi de brûler sa vie plutôt que de la voir s'éteindre lentement. La vérité noire révélée, c'est aussi la manière dont Shan McGowan a marqué l'imaginaire collectif. Il n'était pas seulement un musicien, il incarnait la figure du martyr artistique, celui qui sacrifie tout pour laisser une trace indélébile. Comme Jim Morrison ou Amy Winehouse, il est devenu le symbole d'un destin brisé, mais paradoxalement glorifié. Son corps détruit est devenu une métaphore de ses chansons, magnifiques, mais pleines de cicatrices. Et lorsque la nouvelle de sa mort en 2024 tomba, la réaction fut mondiale. Des hommages officiels en Irlande et en Angleterre, des pubs entiers reprenant Fairy Tale of New York en chœur, des articles titrant sur la fin d'une ère. Mais au-delà des éloges, une question douloureuse persistait. Aurait-il pu être sauvé? Ou bien faisait-il partie de ces âmes vouées à se consumer jusqu'à la fin? La vérité noire, au fond, n'est pas seulement celle de Shan McGowan. C'est celle d'une époque, d'une industrie et d'un public qui se nourrit de la souffrance de ses idoles. Shan, avec sa vie et sa mort, nous rappelle une leçon terrible. Parfois, le prix du génie est tout simplement la vie elle-même. Underscore 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 underscore. En contemplant la trajectoire de Shan McGowan, il est difficile de ne pas éprouver un mélange de fascination et de malaise. D'un côté, nous voyons l'artiste qui a révolutionné la musique celtique moderne, offrant une voix à ceux que l'histoire avait oubliés. De l'autre, nous assistons à une lente autodestruction, une tragédie qui aurait pu être évitée. La vérité, c'est que Shan était les deux à la fois, un visionnaire et une victime, un génie et une ombre. Notre opinion sur Shan McGowan, en tant que chaîne dédiée aux mythes et secrets, ne peut être qu'ambivalente, car il incarne exactement ce que nous cherchons à comprendre. Ces figures qui dépassent leur propre humanité pour devenir des légendes. Shan n'était pas seulement un chanteur de pub irlandais, il était une incarnation moderne du barde, celui qui chante les souffrances de son
peuple tout en se sacrifiant lui-même. Ses chansons sont imprégnées d'authenticité, mais cette authenticité avait un prix. Elle venait d'une douleur réelle, d'une existence vécue au bord du gouffre. Il serait facile de juger Shan uniquement par ses excès. Pourtant, ce serait passé à côté de son héritage. Son génie résidait dans sa capacité à transformer des histoires ordinaires, l'amour perdu, la misère, l'ivresse, en hymne universel. Il a montré que la beauté pouvait naître de la laideur, que la poésie pouvait surgir d'un crachat de sang au fond d'un bar enfumé. En cela, il n'était pas seulement un musicien, mais un poète dans la plus pure tradition des écrivains maudits. Cependant, il faut aussi reconnaître les ombres. Shan a souvent franchi les limites de l'autodestruction, emportant avec lui non seulement sa santé, mais aussi la stabilité de son groupe, de ses proches, de ses admirateurs. Beaucoup de ses contemporains estiment qu'il aurait pu créer davantage s'il avait trouvé la force de se libérer de ses démons. Peut-être. Mais alors, serait-il resté Shan McGowan? C'est la question insoluble qui hante son héritage. À travers son histoire, nous voyons un mythe moderne se construire. Celui d'un homme qui refuse de se plier aux règles de la société, qui choisit de brûler sa vie comme une offrande à l'art. Est-ce un exemple à suivre? Certainement pas. Est-ce une légende à raconter? Sans aucun doute. Parce que l'histoire de Shan McGowan nous met face à nos propres contradictions. Nous glorifions les artistes maudits, tout en détournant le regard de leur souffrance réelle. Et maintenant, nous vous posons la question, que retenez-vous de Shan McGowan? Le poète des Pogues qui a su chanter l'âme de l'Irlande avec une intensité inégalée, ou l'homme brisé, englouti par ses excès, qui nous rappelle la fragilité des êtres humains derrière les icônes. Peut-être que la vérité se trouve quelque part entre les deux. Il y a des histoires qui ne s'éteignent jamais, même lorsque la voix qui les portait s'est tue. Celle de Shan McGowan appartient à cette catégorie. Rare. En repensant à lui, c'est toute une époque qui ressurgit. Les pubs enfumés de Londres, les nuits où la musique se confondait avec la rébellion, les chants ivres qui devenaient des prières. Collectives. Derrière le chaos, il y avait une forme de tendresse, celle d'un homme qui, malgré ses démons, cherchait à dire l'essentiel. La douleur, l'amour, l'exil, la nostalgie d'une patrie. Purdue. La nostalgie qui entoure Shan n'est pas seulement celle de ses chansons, mais aussi celle d'un certain esprit de liberté. Les Pogues représentaient plus qu'un groupe, ils étaient une communauté, un cri de ralliement pour tous ceux qui se sentaient exclus. Chaque refrain sonnait comme une revanche, chaque mot comme une cicatrice partagée. Aujourd'hui, en écoutant Fairy Tale of New York ou Dirty Old Town, on entend non seulement une mélodie, mais aussi un écho, celui d'un homme qui a donné tout ce qu'il avait pour que sa vérité survive. Shan laisse derrière lui un héritage Contradictoire. Il a marqué la culture populaire d'une empreinte indélébile, et pourtant, il a payé ce triomphe au prix fort. Mais peut-être est-ce là le secret de sa légende, il n'a jamais cherché à être parfait, seulement à être vrai. Dans un monde où tout est poli, aseptisé, calibré, Shan McGowan reste une figure brute, un diamant fêlé qui brille encore plus par ses imperfections. Aujourd'hui, nous connaissons son histoire. Nous savons ce qu'il a caché, ce qu'il a révélé, ce qu'il a perdu. Et pourtant, une partie de lui demeure insaisissable, comme un murmure au fond d'une chanson. C'est cette part de mystère qui nourrit la nostalgie, l'impression d'avoir approché une vérité trop intense pour durer. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez.